Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission populaire que je suis très heureuse de retrouver et que l'on a délocalisé en plein cœur de la Drôme à Valence où se tient l'événement politique de la rentrée, les universités d'été de la France Insoumise. Nous ouvrons les amphis d'été avec une heure d'émission au cours de laquelle nous recevrons des invités exceptionnels pour parler de l'actualité sociale et politique et des outils dont on dispose pour gouverner demain. Alors, avant de libérer Manuel Bompard qui va partir à sa conférence Bonjour. à France Insoumise, pourquoi et pourquoi. Merci Manuel Merci. d'être là, député LFI NUP des Bouches-du-Rhône. Et j'ai avec moi aussi Bastien Parisot qui nous régalera avec une chronique sur cet été fabuleux que nous venons de passer. Donc, avant de te libérer Manu, je vais juste poser un petit peu le contexte. Donc inflation, pénurie d'eau, canicule, sécheresse, incendie, mépris du président pour tous ceux qui galèrent, austérité annoncée, réforme du RSA, du chômage, des retraites. Nous avons appelé cette première partie « La marmite va-t-elle déborder ?» Comment s'annonce cette rentrée sociale et politique? Elle s'annonce comme tu l'as décrite, chaude, au sens propre comme au sens figuré. On a connu cet été un choc écologique où aujourd'hui plus personne ne peut contester le fait que le changement climatique a commencé. On en a vu les conséquences concrètes. Et puis dans le même temps, en plus de cet enjeu majeur climatique, on voit bien que l'inflation augmente mois après mois. On voit bien qu'une grande partie de la population est confrontée à des difficultés sociales, n'arrive plus à finir les fins du mois, n'arrive plus à manger, à se déplacer, à se soigner. Et donc ça, c'est des enjeux qui vont être au cœur de la rentrée. Donc nous, sur ces sujets-là, nous avons bien l'intention de continuer à mener la bataille qu'on a commencé à mener à l'Assemblée nationale. D'abord pour des réponses sérieuses face à l'urgence climatique, et puis pour un autre partage de la richesse, tout simplement, avec une taxation sur les super profits, sur les profiteurs de crise, avec une augmentation des salaires. Et ces sujets, on va les défendre bien sûr dans l'hémicycle. On a commencé à le faire, on va continuer à le faire. Mais on va le défendre aussi dans la rue, et il y a des mobilisations sociales qui sont à l'ordre du jour. 29 septembre à l'initiative des organisations syndicales. Et nous-mêmes, la France Insoumise, la NUP, avec les syndicats, les associations, les collectifs, on prépare à construire une mobilisation pour le mois d'octobre. Alors justement, oui, dans ce contexte politique instable, avec un président à la dérive, élu sans mandat et battu par la NUP au premier tour des législatives, quel est l'enjeu pour la France Insoumise et pour la NUP pour les mois qui viennent? L'enjeu, c'est jamais un enjeu pour nous en tant qu'organisation politique. Une organisation politique, ça sert à se mobiliser pour améliorer la vie des gens, pas pour s'intéresser à son propre sort ou à sa propre existence. Donc à partir de ce moment-là, notre enjeu, c'est tout simplement de faire en sorte que sur la question écologique, on arrête les belles paroles, les belles déclarations, les prises de conscience chaque année, et on passe sérieusement aux actes. Et les actes, pour l'instant, ce gouvernement, il a beau faire des belles paroles, les actes, ils suivent pas. Je rappelle que dans la loi qui a été votée avant l'été à l'Assemblée nationale, on réouvre une centrale à charbon, on investit dans la construction d'un terminal méthanier pour importer du gaz de schiste américain. Alors dans le même temps, on peut dire l'écologie, ça va être notre grande priorité, mais on parle d'un gouvernement condamné à 2 reprises pour inaction climatique et environnementale. On parle d'un pays, la France, qui est à la traîne en Europe dans ses objectifs de développement des énergies renouvelables. Donc là, il y a une bifurcation qui est indispensable. Donc ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, il est immédiat, c'est soulager les conditions de vie de la population. Et soulager les conditions de vie de la population, ça ne passera pas par des mesures telles que celles qu'a mis le gouvernement dans le texte qu'il a appelé pouvoir d'achat. Ça passe par des mesures qui sont des mesures de pérennes, ça passe par des augmentations de salaire, ça passe par du blocage de prix, ça passe par du gel de loyer, et ça passe pas par quelques micro-primes ou quelques micro-chèques qu'on distribue de temps en temps quand on a l'impression que le vase va déborder. Alors justement, là, on est aux amphis d'été. La France Insoumise fait sa rentrée politique. Quel est l'objectif de ces amphis? Les amphis, c'est d'abord un moment de rentrée. Ça permet à l'ensemble des militants, des sympathisants, d'abord de se retrouver, de se réunir. Forcément, après une année aussi intense et dense que celle qu'on vient de vivre, il y a une part de bilan. Un bilan des échéances électorales, présidentielles, législatives. Et puis il y a une part de projection sur les batailles dont on vient de parler. Et donc il va y avoir à peu près 150 invités extérieurs. Il y a une centaine de conférences ou d'ateliers ou de formations.
qui vont permettre de dresser à peu près l'ensemble de ces sujets. Et il faut dire, c'est important de l'annoncer, que ça sera les plus gros amphis qui auront jamais été organisés depuis sa création, puisqu'on est déjà à 4000 personnes qui se sont préinscrites. Généralement, il y a plus de gens qui viennent que les gens seulement qui se sont préinscrits. Et vous savez qu'en amont, peut-être, je ne sais pas si vous le savez, mais si vous ne le savez pas, je vous l'annonce, en amont de ces amphis d'été, il y avait des journées des jeunes, des moins de 26 ans, où là aussi, on a connu un record d'affluence, puis il y avait plus de 400 jeunes qui sont réunis pendant quelques jours avant les amphis pour se retrouver et faire le point aussi sur les batailles de la rentrée. Donc ça s'annonce comme étant le plus gros événement politique de la rentrée et le plus gros événement politique de rentrée jamais organisé par la France Insoumise. Et ça, je crois que c'est positif, parce que ça veut dire que ce mouvement, il continue à progresser. Il a progressé dans l'année qui vient de s'écouler. Et donc maintenant, il a de quoi être, je crois, à la hauteur de ses responsabilités. Et nous aurons Ima Fourreau, d'ailleurs co-animatrice des Jeunes Insoumis, qui viendra en plateau tout à l'heure pour nous parler de ces amphis jeunes. Merci beaucoup. Merci à vous Manuel et bons travaux, bons amphis. Alors pour ceux qui vont arriver ou qui ne sont pas encore partis, venez. Et puis pour ceux qui n'ont pas l'occasion et l'opportunité de venir, malheureusement, vous pouvez suivre beaucoup d'ateliers sur les réseaux sociaux, alors n'hésitez pas. Ça marche. Merci beaucoup, Manuel Bompard, d'être venu. Je te récupère le micro. Tu peux le poser, ouais, t'inquiète pas. Merci beaucoup. Bastien, à nous. Oui, en branchant le micro, c'est mieux. Oui. Alors, comment ça va, Julie? Ça va bien. Je voulais revenir avec toi justement sur la rentrée. Cet été que nous venons de passer. Je rappelle que nous avons appelé cette première partie d'émission qui ouvre les amphis d'été 2022 avec une partie qu'on a appelée « Rentrée, la marmite va-t-elle déborder ?» Donc un titre évocateur après cet été passé sur une planète en feu. Et surtout avec Emmanuel Macron qui met de l'huile sur le feu en disant que c'est la fin de l'insouciance et de l'abondance. Justement, c'est la fin pour qui? Et je te laisse parler de ta chronique. Exactement, Julie, c'est la rentrée. Et pour l'occasion, comme tu le dis, je voulais revenir sur l'utilisation hier du terme « insouciance » par Emmanuel Macron. Parce que, pardon, mais arrêtons-nous un instant là-dessus, parce que l'utilisation de ce mot en dit beaucoup, je trouve, sur la façon dont le président voit le monde qui l'entoure. Quelle insouciance pourrait-il y avoir chez un peuple confiné, déconfiné, couvre-feuisé, reconfiné, déconfiné pendant la moitié de ces 2 dernières années? Couvre-feuisé, évidemment, je l'ai inventé. Quelle insouciance! Quelle insouciance alors que chacun a pu observer des confis l'effondrement de l'hôpital public de notre pays, jadis vanté et jalousé partout dans le monde, et les conditions de travail honteuses de celles et ceux qui y sauvent des vies. Quelle insouciance alors que la prise de conscience écologique frappe les esprits depuis de longues années déjà, pour ceux qui se sont réveillés à temps, et que chacun observe horrifié les sécheresses, les incendies, les pénuries d'eau, les extinctions d'espèces vivantes, et l'avancée inéluctable du jour du dépassement dans notre calendrier. Quelle insouciance alors que ce sinistre spectacle nous ramène toutes et tous à notre impuissance face à cette situation, cette crise écologique et le changement climatique déjà commencé. Non, vraiment, Julie, rien ne va avec l'utilisation de ce terme. Quelle insouciance pour un peuple qui a franchi la barre des 10 millions de pauvres. Quelle insouciance pour 5 millions de chômeurs et les 4 millions de mal logés, pour les parents des 40% de mômes privés de vacances cet été, pour les dizaines, les centaines, les milliers d'étudiants amassés dans les files d'aide alimentaire trop précaires pour étudier dans des conditions correctes, mais aussi et surtout pour vivre dignement. Quelle insouciance pour les personnes âgées enfermées dans des EHPAD qui les traitent sans dignité, mais s'enrichissent sur leur dos et celle de leur famille. Pareil, quelle insouciance pour les essentiels, les vendeuses, les femmes de ménage, les éboueurs, les personnels soignants, si maltraités, si peu respectés, alors qu'elles et ils portent sur leurs épaules le fonctionnement de notre société. Quelle insouciance pour un peuple qui paye depuis des décennies maintenant la désindustrialisation massive et la compétitivité terraine à coups de délocalisation, de démantèlement, de restructuration et autres plans de licenciement, et observe la disparition des savoir-faire et des trésors nationaux qu'il avait pourtant su bâtir par ses mains et par son esprit. Non, vraiment, quelle insouciance, Julie. Et je vois d'ici les sbires du monarque et les autres commentateurs sympathiques qui se lamentent en m'écoutant. Mais pour eux, déblatérer comme je le fais sur un mot, un seul du président, c'est faire de la petite chamaillerie à 2 balles et chercher le buzz facile, mais inutile. Alors en fait, non. Au contraire, ça veut dire beaucoup. L'utilisation de ce terme dans la bouche de Macron montre déjà toute la déconnexion du type avec les Français, mais encore plus le camp auquel il appartient. C'est pourquoi j'ai tiré le fil, tout simplement. Et l'heure est à la confession. Julie, tu veux une confession? Oui, volontiers. L'heure est à la confession dans cette chronique tout à fait sympathique. Je veux bien croire à l'insouciance. Ah bon? Oui, Julie, je ne rêve pas, je fais un pas vers notre cher Emmanuel Macron et je le dis, je veux croire à l'insouciance.
Je veux bien croire, c'est vrai, à l'insouciance des grands groupes français ayant versé 44 milliards d'euros de dividendes au deuxième trimestre en France, c'est un record, et à l'insouciance des actionnaires qui les touchent. Je veux bien croire à l'insouciance des joueurs de golf ayant réclamé en pleine sécheresse le droit d'arroser leur pelouse pour continuer à pousser tranquillement leur baballe dans les trous-trous bien entretenus de leur club de sport réservé aux riches, pendant que les autres crèvent de chaud et se voient demander d'uriner sous la douche. Je veux bien croire à l'insouciance, celle des milliardaires dont la fortune a augmenté, tiens-toi bien, de 439% en 10 ans. Celle des heureux propriétaires de jets privés qui bousillent la planète pour leur trop bon plaisir, ou celle des fraudeurs fiscaux qui fraudent l'État chaque année sans être vraiment inquiétés, à hauteur de 80 à 100 milliards d'euros par an, si l'on en croit les différentes études menées sur le sujet. Alors cette insouciance-là, oui, je veux bien y croire. D'autant qu'avec Macron, elle ne risque pas tellement de disparaître, et c'est là tout le problème. Car avec elle, cette insouciance, viennent l'égoïsme et l'inconscience de la petite caste qui écrase les autres, concentre les pouvoirs et jouit de ces petits bonheurs destructeurs. Un tableau assez classique de la lutte des classes finalement. Comme quoi, Julie, tout ça n'est d'une banalité confondante. L'histoire éternelle ne fait que se répéter devant nous, adaptée à notre monde moderne. Et ça tombe bien, car la lutte des classes, c'est pour ça qu'on est là, et je conclus ici. Pour mettre fin à l'insouciance, la leur, et à tout ce qu'elle nous crache au visage, il existe une solution que nous, insoumis et autres indignés, nous évertuons à chercher, le réveil des consciences. C'est cet incontournable premier pas de la révolte, ce moment où on se dit stop, où la fin de la récré est sifflée, et où toutes et tous ensemble nous partons à l'aventure d'un monde plus juste enfin. Voilà, c'est la rentrée, Julie, et j'ai une bonne nouvelle, un autre monde reste possible. Révolte a fini par ça parce que... on entend. Est-ce que j'ai du son? Est-ce que je prends un autre micro? Attends, tiens, regarde. Non, attends. Est-ce que là on entend? On a un petit problème de micro, un petit problème technique. Juste une fois, on me souffle. Là, On t'entend même particulièrement bien. Ok, donc je disais que heureusement que tu avais fini ta chronique par un autre monde reste possible, parce que là ça faisait rubrique nécrologique. Merci Bastien, en tout cas. Je veux bien croire à l'insouciance aussi, mais c'est pour ça que nous sommes là. Il ne faut pas croire que l'assèchement de nos conditions de vie est inéluctable. Si elle se dégrade, c'est parce qu'une petite caste d'égoïstes, comme tu l'as dit, se gave sur notre dos. Et nous avons lutté, nous, tout l'été, pour continuer à informer, sensibiliser. La France Insoumise est sur tous les fronts. Et c'est le moment où j'appelle les prochains invités sur le plateau. Je vois Leïla Ivora qui s'est occupée des caravanes populaires pendant tout l'été. Leïla, rejoins-nous. Wouh. Donc là. Également, Bastien, tu restes avec nous en plateau parce que tu vas nous parler de la France Insoumise, oui. Des réseaux sociaux. Et on connaît la grande force de frappe de la France Insoumise sur les réseaux sociaux. La bataille des idées se mène également sur les réseaux sociaux. Leïla, bienvenue. Assis-toi, n'hésite pas. Emma Fourreau, co-animatrice des Jeunes Insoumis pendant les Journées Jeunes qui viennent de s'achever. Tu peux t'asseoir ici. Merci Emma d'être avec nous. Alors le problème, est-ce qu'on a réglé ce problème de micro pour que je puisse le passer? Allô, allô? Non. D'accord, alors je vais devoir vous passer le micro. On partage les richesses et les micros. Alors, je reprends ma petite feuille. Donc on l'a vu, la France Insoumise est en campagne permanente, car après une année de campagne présidentielle et législative, nous n'avons pas arrêté d'être sur le terrain, à la rencontre des citoyens, dans les quartiers populaires, pour sensibiliser et informer sur notre projet social. Nous avons également le site de l'Insoumission qui a été alimenté tout l'été, et les Journées Jeunes viennent de se terminer. 400 jeunes étaient présents, montrant qu'ici est la force, que la génération Mélenchon est là. Le 4e tour, c'est l'action. Et pour en parler avec moi, donc, là je suis en train de lire ma feuille, je me rends compte que je vous ai déjà accueillis, donc je répète les noms, Leïla Ivora, Bastien Parisot et Emma Fourreau sont sur ce plateau. Leïla, on va parler des caravanes populaires. Alors, très simple au départ, combien d'étapes? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'organisation de ces caravanes populaires qui ont sillonné la France tout l'été? C'est ça, merci Julie. Alors cette année, on a réitéré les caravanes populaires pour cet été. Donc il y a eu 2 caravanes populaires qui sont parties. D'habitude, forcément, il y en avait un petit peu plus. Et là, étant donné qu'il n'y a pas d'échéance directement électorale, on a quand même choisi d'en faire partir 2. Mais bien sûr, on a fait des plus grandes destinations, des plus longues destinations. Donc on a fait 10 destinations par caravane, ce qui fait 20 étapes, ce qui était plutôt laborieux au début. Mais en fait, ça s'est révélé une véritable aubaine. Je vais vous expliquer derrière.
Et donc il y a une première caravane qui est partie de Lille et qui a fait tout l'Est, véritablement tout l'Est, parce qu'il est descendu jusqu'à Marseille et on est revenu jusqu'à Grenoble, la dernière étape, et on a rejoint les jeunes insoumis à Valence dès le 21. Et la deuxième caravane qui est partie de Rouen et qui a fait cette fois-ci tout l'Ouest est descendue et est remontée jusqu'à Clermont-Ferrand. Alors, comment était l'accueil dans les quartiers populaires et quels sont les sujets qui sont le plus revenus, les préoccupations ? Alors dans les quartiers populaires, effectivement pour ces caravanes-là, on a choisi de faire un retour par rapport aux personnes qui ont voté pour nous à ces élections législatives et présidentielles. Et forcément, ces caravanes populaires, il y avait un petit peu moins de monde et on s'est retrouvé avec les personnes les plus précaires dans les quartiers populaires. Et ici, c'était des caravanes qui étaient véritablement attendues, parce qu'on s'y était pris un petit peu vraiment au préalable pour installer toutes les petites affichettes comme quoi la caravane populaire va passer telle heure, tel jour. Et effectivement, on a eu pas mal de monde en fait sur les stands, et dans les appartements, on a pu faire à peu près de 400 à 600 portes par jour à chaque caravane. Donc je remercie énormément les référents, les militants des 20 destinations qui se sont mobilisés en plein été, des fois en plein cagnard, qu'on peut se le dire. Et pourtant, on était à toutes les destinations, au moins une quinzaine de militants et militantes, et c'était vraiment très très agréable. Au niveau de l'accueil, forcément, ici, c'était un accueil qui était très chaleureux. Jean-Luc Mélenchon, pour la plupart du temps, c'était le mot de passe. Quand on rentrait dans les quartiers populaires, c'est Jean-Luc Mélenchon, directement avec les barnums, on était très très visibles. Et il y a eu la première des préoccupations qu'on a choisi de faire pour ces caravanes populaires, c'est la lutte contre la vie chère. Donc cette lutte contre la vie chère-là, effectivement, nous, on n'avait même pas besoin de tendre un tract, qu'on nous parlait directement des problèmes liés à la vie chère. Les problèmes de loyer impayé, les problèmes d'inscription par rapport d'inscription, excusez-moi, pour l'école, les crèches, les problèmes tout simplement de vie chère par rapport à l'alimentaire. C'est des choses qui sont revenues tout le temps. Et la plupart du temps, au début, on n'avait qu'à écouter les gens et dire voilà, notre programme ici, nous on propose une augmentation du SMIC, nous on propose de geler les loyers, nous on propose d'avoir une allocation d'autonomie. Les plus jeunes qu'on a pu rencontrer, qui sont dans les universités, qui vont rentrer du moins à l'université et qui ne sont pas partis en vacances, étaient aux caravanes populaires. On les a vus à Marseille, à Limoges, un petit peu partout dans la France, et ils nous ont dit là effectivement je n'ai pas de place à l'université, je n'ai pas eu la filière dont j'ai rêvé, dont j'ai travaillé pour, et forcément ici on a apporté une réponse politique à tout cela. Il y a eu beaucoup d'ailleurs de presse sur les caravanes populaires, et beaucoup ont noté qu'on était les seuls post-campagne en plus à directement être sur le terrain, à occuper le terrain, aller à la rencontre des Français, parce que les caravanes c'est sensibiliser, informer, mais comme tu viens de nous l'expliquer, d'être à l'écoute des citoyens. C'est ça, effectivement, étant donné que l'actualité politique était plus, on va dire, vide, on s'est retrouvé avec beaucoup de journalistes, la radio, la télé, beaucoup de journaux aussi écrits, et ils ont pour la plupart fait l'intégralité des étapes à laquelle ils étaient venus, et ici on a eu des articles que vous pouvez retrouver, Le Parisien, etc., qui sont plutôt agréables, du moins à lire, et effectivement ils ont pu voir directement que les problèmes liés à la vie chère, c'était pas une préoccupation que la France Insoumise avait inventée, parce qu'il y a 90% des Français qui sont d'accord avec l'augmentation du SMIC, parce que forcément quand on passe chez eux et qu'ils nous disent regardez, là actuellement je n'ai même pas de quoi payer 4 jours à la mer pour mes enfants, et je suis en plein août, j'ai 3 enfants, ils n'ont pas vu la mer depuis 4 ans au vu du Covid, etc. Et là je suis dans une situation de misère. Il faut savoir aussi que, étant donné que ces caravanes populaires-là, étant donné qu'il n'y avait pas d'échéance électorale directe avec ces caravanes populaires, on a pu prendre le temps de parler à des personnes qui peut-être n'avaient pas voté ou avaient voté autre chose que la Nouvelle Union Populaire ou que la France Insoumise. Et donc toutes ces discussions-là, elles sont précieuses, elles sont réellement précieuses, parce que ce sont des personnes qui se retrouvent dans la précarité. Et par rapport à ça, ce qui a été aussi un fait, c'est que ces caravanes populaires-là se sont aussi révélées un acte social, parce que forcément on était on était assis dans un barnum, et à la fin tout le monde arrive et prend un petit verre tous ensemble, et il y a des personnes âgées qui arrivent et qui nous disent voilà, excusez-moi, je suis fatiguée, je suis toute seule, est-ce que vous pouvez venir changer une lampe, est-ce que vous pouvez venir vider mon siphon? Voilà, et il faut vraiment prendre en considération que les plus précaires sont aussi les plus âgés dans ces quartiers populaires.
Merci beaucoup, Leïla. Tu restes avec nous en plateau. Emma Fourreau, donc toi, tu as été la co-animatrice des jeunes, enfin, tu es la co-animatrice des Jeunes Insoumis et tu as organisé les Amphijeunes. Donc, il y a eu plus de 400 jeunes. C'est un succès record. C'est une influence record. Peux-tu nous raconter un peu comment ça s'est passé, l'ambiance, l'énergie qu'il y avait? Pardon. Merci Julie. Donc oui, effectivement, c'est un record d'inscription de participation qu'on a eu parce qu'on a doublé les effectifs par rapport à l'année dernière. Donc ça, c'est le signe évidemment d'un espoir de la jeunesse parce qu'on peut se dire que Jean-Luc Mélenchon, il est passé tout près, mais il n'est pas passé. Donc peut-être que l'énergie est redescendue. Et au contraire, on a vu que c'est tout l'inverse qui s'est produit, que la jeunesse s'est plus mobilisée que jamais et ça s'incarne dans ce taux de participation qu'on a pu voir aux Journées Jeunes, donc qui se sont déroulées du 21 au 25 août au domaine de Val-Soyaux à Upi. Et donc l'ambiance était incroyable. Parfois, on se dit peut-être qu'il faudra commencer à applaudir avant pour entraîner le mouvement. Pas du tout, les gens ils étaient à fond dès le début et puis on a eu surtout des personnes très jeunes, largement moins de 18 ans qui se mobilisent et qui sont déjà très politisées. Et tu te dis, waouh, il y a quelque chose qui se passe, c'est pas fini. La rentrée sociale, elle promet d'être chaude, notamment grâce à cette jeunesse qui est mobilisée. Alors, ça a été l'occasion de revenir sur l'année... Ah, il s'est éteint. Là, c'est bon ? Allô ? Ah merde. Ok, donc ces Amphijeunes, ça a été l'occasion de revenir sur l'année électorale, de faire un bilan et après parler des enjeux, des luttes à venir, de la mobilisation, de l'organisation. Quel bilan ces jeunes ont tiré justement de cette année électorale et des campagnes législatives aussi. On est passé quand même de 17 députés à 75 députés insoumis et 151 députés de la NUP. Donc quel bilan, eux, ils en ont tiré et après, quelles sont les mobilisations à venir, comment ils vont s'organiser, de quoi il a été question. Le bilan déjà de cette séquence électorale 2022, c'est quand même que nous sommes la première force de mobilisation auprès de la jeunesse parce qu'on a placé Jean-Luc Mélenchon en tête à la fois des élections présidentielles et puis on a placé la NUPES en tête aussi aux élections législatives. Et ça ne veut pas rien dire. Et le but, c'est de montrer que c'est pas juste un phénomène à part. Les journalistes, ils vont pouvoir fermer les yeux dessus. C'est bon, Macron, il est passé, c'est plié. Pas du tout. C'est qu'on va poursuivre cette mobilisation à la rentrée qui, bien sûr, on espère la placer sous le signe de la mobilisation parce que forcément les jeunes sont particulièrement impactés par l'inflation qui vient aggraver une situation sociale qui était déjà délétère. Je rappelle quand même qu'avant même la hausse des prix, avant même la pandémie, c'était 1 jeune sur 5 qui vivait sous le seuil de pauvreté. Et donc là, la situation elle est encore plus grave qu'avant. Donc nous, on dit mais plus jamais on veut voir ces fils s'étendre pour pouvoir se nourrir devant les CTU, devant les universités, c'est pas possible. Évidemment que nous sommes pour l'abrogation de Parcoursup et que plus généralement, on rejoint les mobilisations sociales et écologiques parce que forcément, on a bien vu que la jeunesse était particulièrement mobilisée lors des manifestations pour le climat parce que c'est notre avenir qui est en jeu et malheureusement c'est aussi notre présent qui l'est puisqu'on l'a vu là avec les incendies, les sécheresses, la problématique de l'eau, ça nous concerne tous et toutes et la jeunesse compte bien y mettre sa goutte d'eau dans ces mobilisations et donc évidemment ça a reboosté tout le monde parce qu'on a eu la chance d'avoir de nombreux députés qui sont venus nous voir. On a aussi eu Jean-Luc Mélenchon qui est venu et qui a remotivé toutes les troupes, même si c'était même pas nécessaire, mais bon, c'est toujours bon à prendre, de prendre toute cette énergie. Je pense que Jean-Luc Mélenchon était content aussi, était assez impressionné de voir la capacité des jeunes à se mobiliser, à faire des événements de cette ampleur et en même temps à avoir une certaine discipline pour aller aux conférences, parce qu'on peut se dire, bon, c'est les vacances, mais non, les jeunes, ils y allaient, ils étaient avec leur petit carnet de notes, ils prenaient en note toutes les conférences. On en a fait sur la bifurcation écologique, sur la rentrée sociale, sur évidemment la séquence électorale passée et puis sur celle présente, on en a fait sur le féminisme, sur toutes les thématiques qui nous tiennent à cœur, sur la mobilisation au sein des lycées aussi, enfin vraiment pour toutes les thématiques. Et donc malheureusement pour Macron, on est vraiment motivés et voilà quoi. Et comme a dit Jean-Luc Mélenchon, ils en ont pour 100 ans. Au moins. Du coup, on peut suivre où les actions des Jeunes Insoumis? Est-ce que tu veux rappeler des pages sur les réseaux sociaux? Bien sûr, les Jeunes Insoumis sont présents sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Et puis on peut surtout rejoindre son groupe d'action le plus proche parce qu'on a des groupes d'action jeunes dans toutes les villes universitaires, mais pas que. Donc il suffit d'aller sur Action Populaire et de mettre Jeunes Insoumis, puis le nom de la ville, et puis trouver son groupe. Et puis s'il n'existe pas, évidemment, il faut le créer. Super, merci beaucoup Emma. Merci. Et je t'ai posé cette question sur les réseaux sociaux aussi parce que ça peut me servir de transition vers Bastien Parisot. Je te passe le micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Bastien, sur les réseaux sociaux, donc on connaît la grande force de frappe de la France Insoumise sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment ça s'organise? Et après, je te poserai des questions notamment sur la riposte.
A sur la riposte, la fameuse riposte. Sur les réseaux sociaux, comment ça s'organise ? La première chose, c'est qu'il y a une équipe assez complète qui bosse dessus depuis des années. On peut rendre hommage notamment à Antoine Léaumont, qui a été élu député cette année, mais qui a fait un boulot formidable là-dessus pendant des années. Voilà, il y a une équipe de plusieurs personnes et des gens qui s'occupent vraiment de l'utilisation des réseaux sociaux purs et durs. Il y en a qui sont plutôt sur prendre des images, là par exemple, pour que cette cette émission puisse exister, Julie. On a des gens qui ont branché des micros, branché des caméras, tout ça, c'est des connaissances techniques qui permettent de faire de la diffusion ensuite. Et puis voilà, des gens qui connaissent les réseaux sociaux, qui savent comment diffuser, ce qu'il faut faire, quelle stratégie, etc. Donc voilà, c'est géré par plusieurs personnes qui font un travail formidable là-dessus. Et qu'est-ce que tu as observé sur les réseaux sociaux pendant cette campagne ? Quel bilan tu en tires ? Et puis quelle mobilisation pour la suite ? Comment ça s'organise ? Déjà, c'est qu'on a tout déchiré. Ça, c'est la première chose. Non, mais c'est pas une nouveauté parce qu'en 2017, on était déjà la campagne la plus puissante et la plus forte sur les réseaux sociaux, la plus efficace. Mais là, ça a encore été le cas. Et surtout, moi, ce qui me marque, c'est qu'on n'a pas une armée de prestataires derrière nous. Alors que Macron, par exemple, je ne sais pas combien d'agences de com il a, mais en 2017, c'était incroyable. Et puis, les sommes dépensées étaient monstrueuses. Nous, c'est pas le cas. Et nous, on se repose beaucoup, et ça a notamment été ma part sur la campagne présidentielle, organiser la mobilisation militante sur les réseaux sociaux. Donc nous, je parlais de la petite équipe de la France Insoumise qui fait ce travail formidable, mais il y a aussi l'appui permanent des militants. J'appelle d'ailleurs ceux qui nous regardent, s'ils ne le font pas encore, à militer avec nous sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à ça qu'on arrive à diffuser de façon efficace les messages. Juste un point, parce que parfois il y a encore des gens qui me regardent et qui sont un peu les puristes de la politique et qui regardent les réseaux sociaux de loin, genre ouais ça va, c'est votre truc gadget. En vérité, pardon, en France il y a 59 millions de personnes actives sur les réseaux sociaux et par jour, en moyenne, les Français passent 1h46 dessus. Donc de la même façon qu'on se dit je vais aller sur un marché donner des tracts, il n'y a pas 59 millions de Français qui vont sur un marché chaque semaine, encore moins chaque jour, et encore moins 1h46. Donc je veux dire, c'est cohérent d'aller dessus. C'est un espace d'expression publique sur lequel on peut aller parler politique à des gens. Donc c'est juste pour expliquer ça. Et bon, nous, je ne vais pas révéler toute notre stratégie dessus, parce que sinon les autres ils vont s'en inspirer. Mais juste, tu me demandais sur la présidentielle, une petite pichenette en passant qui me fait plaisir. Les supporters de Zemmour ont été très visibles sur Twitter notamment. Et en fait, on s'est rendu compte que quand ils n'avaient plus le financement de la campagne et qu'ils ne pouvaient plus acheter des fermes à bots, c'est-à-dire à faux comptes Twitter, de gens qui n'existent pas, juste pour faire semblant de faire monter leur sujet, ils n'existaient plus. Voilà. Donc en fait, tout ça était du bluff. Et nous, ce qu'on peut encore observer, c'est qu'on est toujours sur place. Pourquoi ? Parce qu'on a des vrais militants derrière. Et ça, c'est une fierté. Et voilà, tout le monde hoche la tête sur le plateau, parce qu'elles savent, elles font partie des gens qui se bougent. Donc elles savent comment ça fonctionne. Voilà. Donc j'appelle tout le monde, venez participer avec nous sur les réseaux sociaux, on s'amuse et on est bien. Alors justement, c'est vrai que la plupart des gens qui parlent de leur engagement politique, je pense au Discord même sur ce réseau-là, ils parlent politique sur le Discord. Il y a des très jeunes qui disent moi c'est bête, mais j'ai commencé à avoir un post, à discuter sur YouTube, puis après sur Facebook, bon moins là pour les très jeunes. Et il y a surtout la force de frappe sur TikTok aussi qu'on a investi. Ouais, avec des statistiques, des nombres de vues pour que les gens comprennent de quoi je parle, absolument bluffante. Ça se compte en millions de vues, ça a dépassé largement ce qu'on arrive à faire sur d'autres plateformes. La difficulté avec TikTok, c'est que c'est des vidéos de 30 secondes, dans lesquelles on peut se poser la question à la base, comment on parle de politique. Et c'est toute la clé de ce qu'on fait nous. C'est qu'on reprend les codes des réseaux sociaux et on se pose la question de comment on va parler politique dessus. Parce qu'évidemment, si tu y vas sur les réseaux sociaux en te disant non mais moi je vais prendre mes codes à moi, on s'en fout de ce que font les autres, ça marche pas. Les gens vont pas regarder. Donc nous c'est en permanence ce travail-là. Et oui, TikTok est en 2027, 2022 plus 5 c'était pas évident, 2027, il y aura très certainement d'autres réseaux sociaux. Peut-être que certains qu'on a utilisés là n'existeront plus et toute la clé ce sera encore une fois de se poser la question comment je reprends les codes des plateformes pour parler politique. Alors justement, là, je te disais aussi, je te parlais de riposte. L'idée sur les réseaux sociaux, c'est de mener la bataille des idées. C'est pas uniquement de répondre aux attaques, c'est aussi de proposer. On reste dans cette thématique premier opposant, premier proposant. Mais quand même, la riposte, c'est un point essentiel pendant les batailles. Comment les militants peuvent rejoindre la bataille de la riposte? Alors la riposte, oui, c'est ça. Grosso modo, et juste pour que tout le monde capte, on a quelqu'un qui nous attaque. La riposte, c'est comment on répond. D'ailleurs, est-ce qu'on répond déjà ? Et ensuite, comment on répond ? Et on peut d'ailleurs, je le dis aux gens, parce que parfois ils voient des attaques passer, ça les énerve un peu. Donc ceux qui le font déjà, là je m'adresse à vous. En fait, quand on prend une attaque, c'est aussi une occasion pour nous de donner nos arguments derrière. Donc il ne faut jamais voir ça de façon totalement négative. Il faut toujours voir ça comme une opportunité. La deuxième chose, j'ai l'impression d'être de droite, une opportunité.
Bon, deuxième chose, pour ceux qui ne le font pas encore. Premier secret, télécharger Telegram. Ça, c'est la première chose, parce que c'est dessus, il y a des boucles. Ensuite, vous cherchez Mélenchon ou France Insoumise, ou ce que vous voulez. Et dessus, on a des boucles sur lesquelles on organise nos troupes militantes sur les réseaux sociaux. La deuxième, c'est de se signaler. Vous avez un compte Twitter, vous repérez les gens qui organisent un peu tout ça à la France Insoumise, vous leur écrivez en message privé, je veux participer, etc. Et puis surtout, la chose la plus efficace à faire, c'est d'aller sur la France Insoumise, de s'inscrire en mouvement et d'indiquer que vous voulez participer à la bataille sur les réseaux sociaux. Et dans ce cas-là, on va vous recontacter et voir avec vous ce que vous êtes capable de faire. Voilà, je dis, on a besoin de tout le monde, de gens qui savent faire des vidéos, des visuels, mais aussi de ceux qui ne savent pas faire tout ça, mais qui juste sont capables d'argumenter. On a aussi besoin d'eux, d'ailleurs, on a très souvent besoin d'eux. Donc vous prenez pas la tête, si vous voulez venir, vous venez. Super, merci beaucoup Bastien, merci beaucoup Leïla, merci beaucoup Emma, je vais vous libérer. Vous avez des formations, des conférences là, vous, pendant ces amphis? Non? Ok. Okay. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de l'émission Populaire. À très vite, je vous laisse descendre, je ne sais pas trop comment, j'espère que vous n'allez pas vous casser la gueule. Merci beaucoup. Alors le prochain plateau, nous allons parler de l'organisation des amphis d'été 2022. Je vois Manu Ménal qui est là, qui est présent. Bienvenue Manu, et Bastien Lachaud, député NUP LFI et co-responsable de l'organisation événement de la France Insoumise. Merci. Bienvenue. Ah, il y a des petits escaliers, j'aurais dû préciser avant. Alors, on a des petits problèmes de micro, donc ce micro marche et moi, je vais devoir te passer le micro. Je reprends ma feuille. Donc, nous sommes, comme je l'ai dit, en plein cœur de ce magnifique endroit dans la Drôme, en plein cœur de l'événement politique de la rentrée 2022, les amphis d'été. Alors le programme sera très chargé, donc plus de 220 conférences, des formations. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, il y a plus de 4000 préinscrits. On peut préciser aussi que nous avons des délégations insoumises présentes aux universités d'été des autres formations politiques qui composent la NUP. Donc je me tourne vers toi. Manu Ménal, tu es co-organisateur tu fais partie de l'équipe d'organisation des amphis. Ma première question est simple, quels sont les objectifs de ces amphis d'été ? Alors évidemment, les amphis, c'est le moment où on se retrouve, c'est le moment où on fait le point, c'est le moment où on fait le point sur la séquence électorale qu'on vient de traverser. On a eu une année absolument extraordinaire avec énormément de choses à débriefer. Donc ça va être un des premiers aspects de ces amphis-là, revenir sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a réussi, parce qu'on a réussi beaucoup de choses pendant cette séquence électorale, et puis qu'est-ce qui nous reste à faire, qu'est-ce qui reste à convaincre, qui ont été les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui sont encore les abstentionnistes qu'on va devoir aller chercher demain. Ça, c'est le premier moment. Et puis, c'est le moment où on se prépare, parce qu'on ne va pas rester statique pendant 4 ans. C'est le moment où on prépare la rentrée. C'est le moment où on prépare la rentrée politique et sociale. Et donc, on va retrouver autour de la table, dans ces amphis, toutes celles et ceux qui font la rentrée politique et sociale, la mobilisation, et on va discuter avec elles et eux de maintenant comment on se met en avant, comment on va lutter contre la vie chère, comment on va poursuivre la NUPS et poursuivre l'élargissement de la NUPS, poursuivre le lien avec le monde politique et social, le monde associatif, le monde syndical. Voilà. Donc c'est ce moment-là. Et puis les amphis, et Bastien en parlera mieux que moi, c'est aussi un moment où les militants se retrouvent, c'est aussi un moment où on forme collectif. On a dans notre organisation énormément de nouvelles et de nouveaux qu'on a accueillis cette année, et dont ça va être les premiers amphis, sans doute d'ailleurs de tous les records. Donc ça va être aussi ce beau moment-là, avec des concerts, buvettes, films, etc. C'est-à-dire un grand moment de convivialité militante aussi. Merci beaucoup. Alors Bastien, justement, je me tourne vers toi. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Justement, là, on en parlait, on est dans un contexte donc politique instable, avec Macron à la déroute, qui a perdu les législatives au premier tour, que la NUP l'a battu. On a aussi un contexte social et politique inflammable en cette rentrée. Justement, là, on parlait donc des objectifs de ces amphis d'été 2022. Et j'aimerais bien parler aussi des délégations insoumises qui sont présentes dans les autres formations politiques qui composent la NUP. Quels sont les enjeux de mobilisation et comment on va pouvoir justement ouvrir la NUP et comment ça va pouvoir se traduire dans les deux temporalités, c'est-à-dire le contexte instable politique et le contexte social. En fait, tu l'as
tu l'as bien dit. La NUP a gagné les élections législatives au premier tour. Nous avons réussi à être, après l'excellent résultat de l'élection présidentielle, la première force politique de ce pays. Nous avons 151 députés, 75 dans le groupe des Insoumis. Nous sommes la première force d'opposition et de proposition du pays. Et ces amphis, l'objectif, c'est de continuer à démontrer cela et de jouer ce rôle. C'est pour ça que nous avons, parmi plus de 150 invités, 3 ministres qui ont accepté de venir débattre avec nous. Et le fait qu'ils acceptent de venir débattre avec nous est la démonstration que nous sommes aujourd'hui la force d'opposition et l'alternative à l'ultralibéralisme d'Emmanuel Macron. Le troisième bloc, les fascistes, ne sont eux que les supplétifs vu qu'ils partagent la même orientation ultralibérale. Et nous l'avons vu lors des votes, lors de la session extraordinaire du mois de juillet, où la NUP a joué son rôle de premier opposant. Donc nous avons cet enjeu de démonstration de force et de puissance, et le nombre de personnes qui sont déjà préinscrites aux amphis, qui sont plus de 4000, soit plus de 1500 de plus que l'an dernier, nous laisse penser, et nous en sommes certains aujourd'hui, que nous allons avoir la plus grosse édition des amphis depuis la création de la France Insoumise il y a 5 ans. Donc la démonstration de puissance, la première force politique du pays, et puis une force qui va se projeter dans la lutte sociale, et c'est pour ça que nous travaillons, nous proposons avec les partis politiques, avec les associations, avec les syndicats, à l'idée d'une grande marche contre la vie chère, au cours du mois d'octobre, pour dans la rue marquer le fait que le peuple de France ne vit pas dans l'abondance aujourd'hui, et contrairement à ce que croit Emmanuel Macron, qui ne fréquente que des milliardaires qui se promènent en jet privé. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, nous sommes au cœur de cette opposition et de cette proposition. La NUP est aujourd'hui incontournable. Alors Manu, là on vient de parler justement des débats avec les différents ministres. Quels sont les nouveaux formats mis en place pendant les amphis et comment ça s'est organisé ? Alors, c'est la continuité d'abord de choses qu'on a voulu dans les amphis depuis plusieurs années déjà, hein, c'est-à-dire que les amphis, c'est un moment d'ouverture, les amphis, c'est un moment où on va rencontrer à la fois les autres partis de gauche, à la fois le monde politique et social, le monde associatif, le monde syndical, et d'ailleurs il y aura des conférences, des grandes conférences importantes là-dessus. Tout à l'heure à 13h30, on aura une conférence sur la rentrée politique et sociale avec Cécile Duflot, directrice générale Oxfam, avec Nicolas Giraud de la Confédération Paysanne, avec Benoît Test, le secrétaire général de la FSU, et Aurélie Trouvé, qui est présidente du Parlement de la NUPS. On aura plein d'autres moments comme ça, notamment autour du Parlement de la NUPS, samedi à 17h30, avec beaucoup de représentants de la NUPES, etc., etc. Vous voyez, je dis NUPS et NUPES, je suis fluide. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on a aussi voulu cette année dire on n'est pas dans un contexte neutre, on vient de sortir d'une séquence présidentielle, et dans cette séquence présidentielle, il y a eu un affrontement extrêmement direct entre nous, l'Union populaire, et nous, la NUPS aux législatives, et la Macronie. Et cet affrontement, il va se poursuivre. On est les premiers opposants, on est les premiers proposants. On va poursuivre cet affrontement au moment où Emmanuel Macron voudrait se débarrasser de toute opposition en déclarant tel et tel infréquentable. Nous, on est prêts au débat. On est prêt au débat, on a des arguments, on sait qu'on peut gagner, on sait qu'on va gagner. Et donc, on n'a pas peur d'aller au débat. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu inviter effectivement 3 ministres. Donc, vous aurez Marlène Schiappa qui viendra débattre demain avec Alexis Corbière d'être républicain aujourd'hui. Vous aurez Clément Beaune qui viendra débattre avec Manon Aubry de la désobéissance en Europe demain également. Vous aurez Adrien Quatennens qui débattra face à Olivia Grégoire samedi matin, et samedi après-midi on finira cette séquence-là avec Hugo Bernalicis qui débattra avec Rachida Dati sur la justice. Donc 4 sujets clés, hein, puisqu'on aura la vie chère, l'Europe, la justice et la République. Donc sur tous ces enjeux clés, on aura là de beaux débats, des débats qui vont être rudes, hein, des débats qui vont être rugueux. On n'est pas là pour être complaisant, et on
peut faire confiance aux têtes dures insoumises pour ne pas être complaisant, mais on n'a pas peur du débat. Et donc on va le faire. Évidemment en complément, c'est-à-dire qu'on fait ça et en même temps on va avoir de très nombreux invités de la NUPES. On va avoir une conférence demain par exemple sur le projet de la NUPES sur l'urgence sociale avec Adrien Clouet, Sandrine Rousseau, Arthur Delaporte de la NUPES. On va avoir plein d'autres invités de la NUPES. Voilà, les amphis, c'est là où ça se passe. Les amphis, cette année on aura le plus de conférenciers qu'on n'a jamais eu. On aura plus de 300 conférencières et conférenciers qui vont venir avec une diversité qui est extraordinaire. Donc on veut poursuivre ça et se développer encore. Merci beaucoup. Et justement, tout à l'heure, tu parlais aussi du moment de convivialité qui permet de remobiliser tout le monde avec justement l'organisation des concerts, de la musique, etc. Alors, Bastien Lachaud, tu as fait partie, tu es responsable de l'événementiel à la France Insoumise. Comment ça se prépare? On te voit aussi avec ton oreillette courir partout. Comment ça se prépare? C'est un travail collectif. On a 300 conférenciers, mais on a sur le site 500 bénévoles qui sont mobilisés depuis le mois de juin, c'est-à-dire des personnes qui ont enchaîné dès la fin des élections législatives l'organisation des amphis, souvent sans prendre de congé. Donc il faut vraiment saluer le travail des volontaires sans qui tous ces amphis ne pourraient pas exister. Donc quand vous les voyez sur place, vraiment vous respectez leurs consignes, vous respectez leur travail, parce que ce sont des gens qui savent exactement ce qu'ils doivent faire, et c'est une organisation vraiment millimétrée. Alors évidemment là on passe un cap aussi, plus de débats, plus de conférenciers, et puis plus de concerts. Des concerts tous les soirs avec des artistes de renommée mondiale. Donc vraiment là nous allions la culture et la politique, parce qu'en parallèle des concerts il y a également des diffusions de films. Donc vraiment nous montrons dans ces amphis que la politique n'est pas une chose rébarbative réservée à des spécialistes, mais bien au contraire l'expression même de la vie en société, dans tous ses aspects culturels, festifs, conviviaux, et que tout le monde peut s'engager, tout le monde peut participer, et cela explique aussi la diversité des profils des participants aux amphis. On parlait des amphis jeunes juste avant. Ben voilà, c'est la démonstration qu'aujourd'hui nous sommes la force qui attire, la force d'attraction politique, et celle qui rassemble le plus largement le peuple dans toute sa diversité. Et celle qui est prête à gouverner demain. C'est la transition vers mon prochain plateau. Merci beaucoup Bastien Lachaud et Manu Ménal d'être venus. Je vous laisse repartir par là, je crois. Merci beaucoup. Et j'appelle sur ce plateau pour le dernier plateau de l'émission populaire, une partie qu'on a appelée la NUP, outil pour gouverner, parce que oui, nous sommes toujours candidats au pouvoir, nous sommes la première force d'opposition, mais nous sommes prêts à gouverner demain. Et j'accueille tout de suite, alors je vois dans le public Aurélie Trouvé, qui est députée de la Seine-Saint-Denis et présidente du Parlement de la Nouvelle Union Populaire. Adrien Quatennens arrive. Et nous avons également Razmig Kecheyan. Je vais redire tout ça de toute façon à la caméra pour que qu'on puisse vous voir. Bienvenue. Bienvenue Adrien, n'hésite pas. Alors nous avons quelques problèmes de micro. J'essaie de faire des blagues en disant qu'on partage les richesses et les micros. Aurélie, n'hésite pas à te mettre là à côté de moi. Razmig à côté d'Aurélie. Voilà, super. Merci beaucoup. Donc, je répète les présentations. Adrien Quatennens, qu'on ne présente plus, député LFI NUP du Nord. Merci Adrien d'être sur ce plateau. Aurélie Trouvé, députée de la Seine-Saint-Denis et présidente du Parlement de la Nouvelle Union Populaire, écologique et sociale. Et Razmig Kecheyan, sociologue et membre de l'équipe animation du Parlement de la Nouvelle Union Populaire écologique et sociale, que j'ai très envie d'appeler PNUP. Je pense que ce sera comme ça pendant le reste du plateau. Donc on vient de
de faire une émission avec l'actualité sur la rentrée sociale et politique. Après un été avec des pénuries d'eau, des incendies hors normes, nous avons accueilli Manuel Bompard pour nous parler des objectifs de ces amphis. Nous avons ensuite accueilli différentes personnes pour nous montrer que la France Insoumise a été sur tous les fronts cet été, qu'on n'a pas cessé d'être au contact et à l'écoute des citoyens, des Français. Et nous terminons en toute logique cette émission, ce plateau sur la NUP qui est prête à gouverner, qui est un outil pour gouverner demain. Et je vais commencer avec le fameux Parlement de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale qui a été lancé pour favoriser l'implication populaire de masse, car il est impossible de changer la société aussi fondamentalement que nous en avons l'ambition sans une implication populaire de masse. Et je passe le micro à Aurélie Trouvé. Quel avenir pour le Parlement de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale? Alors avant de parler de cet avenir, je voudrais repréciser aussi le sens de ce Parlement de la Nouvelle Union Populaire. L'objectif, c'est bien de former un bloc populaire autour d'une ligne de rupture avec le système, d'une rupture écologique, sociale et démocratique. Ce qu'a aussi entrepris la NUPES elle-même avec l'alliance entre ces 4 forces politiques. Et c'est une recomposition politique majeure d'une gauche qui soit une gauche de rupture. Et donc ce bloc populaire aujourd'hui qui se confronte évidemment à 2 autres blocs, qui est le bloc ultralibéral avec une logique de plus en plus exacerbée dans le sens de l'ultralibéralisme et le bloc de l'extrême droite. Et il me semble que le Parlement de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, dans la suite du Parlement de l'Union Populaire, c'est aussi cette idée que nous devons d'abord avoir un espace de cette NUPES hors des murs de l'Assemblée qui soit un poumon quelque part de cette NUPES, mais aussi d'aller au-delà je dirais, de cette recomposition à 4 forces politiques en s'alimentant, en s'enrichissant de tout un tas de figures de figures associatives, syndicales, d'artistes, de scientifiques qui se reconnaissent dans cette NUPES et qui soient aussi des gens qui viennent aussi construire dans toutes les sphères de la société. Parce qu'en réalité, si nous voulons être hégémoniques, voilà, nos idées et prendre le pouvoir dans la société, nous avons besoin d'être ancrés dans cette société, dans toutes les sphères de sa société. Et donc nous avons besoin de ce poumon, de ces têtes de réseau, de ces gens aussi qui viennent nous alimenter en idées. Et puis nous avons aussi besoin de poursuivre les échanges, des questions encore qui font débat dans la NUPES. Et nous avons besoin de gens qui viennent, des syndicalistes, des associatifs, des scientifiques, etc., qui viennent aussi alimenter nos débats pour poursuivre cette construction. Même si nous avons déjà un programme très riche de 600 mesures, eh bien nous avons besoin de poursuivre sur certaines questions avec toutes ces personnes-là, comme nous avons besoin aussi de poursuivre plus largement une culture politique, enfin de construire une culture politique commune. Et c'est le sens aussi de ce Parlement de la Nouvelle Union Populaire, où il y a moitié, je finirai là-dessus, c'est composé moitié de gens issus de ces forces politiques de la NUPES et moitié de ces syndicalistes, associatifs, artistes, etc., qui ne se reconnaissent pas forcément dans telle ou telle force politique de la NUPES, mais qui se reconnaissent dans le programme qui est porté et qui se reconnaissent dans toute cette dynamique et cette construction d'un bloc populaire qui puisse arriver un jour au pouvoir, au gouvernement. Et c'est bien notre objectif pour changer la vie des gens. Voilà. Pardon, c'est un peu... Je rebondis justement avec une question pour Adrien. Il y a beaucoup de gens qui me disent, comme on dit qu'on est prêt à gouverner demain, qu'on est la force d'alternative prête à gouverner demain. Après une campagne présidentielle, une campagne législative, il y en a qui disent, mais quel sens ça a encore de parler de prendre le pouvoir? Celui-là fonctionne. Bonjour à toutes et à tous. Ça reste évidemment notre objectif, c'est-à-dire que la campagne présidentielle et cette campagne législative nous ont fait nous rapprocher de cet objectif. Et tout ce que nous faisons depuis le début vise ce but, qui est l'accession au pouvoir, non pas l'accession au pouvoir pour l'accession au pouvoir, mais pour pouvoir simplement appliquer ce programme de rupture, ça a été dit par Aurélie. Et je pense que chacun doit bien mesurer ce qui a été fait, qui est historique. Pendant des années, les forces politiques de gauche étaient atomisées. Ce qui a rendu possible la nouvelle situation, c'est incontestablement l'événement du 10 avril. C'est-à-dire, c'est parce qu'une nouvelle fois, une deuxième fois après 2017, la gauche de rupture sort en tête de l'élection présidentielle, qui est rendu possible cette union
sur une ligne de rupture. Et c'est ça le plus important, c'est de se rappeler sans cesse que nous n'avons pas fait l'union pour l'union. D'ailleurs, on a passé longtemps à expliquer que de notre point de vue, l'union en soi, sans ligne directrice claire, n'était pas la solution. Là, en quelque sorte, a été tranchée la ligne qui est la bonne pour pouvoir répondre aux aspirations populaires. C'est cette ligne de rupture. C'est important parce que c'est inédit, y compris dans beaucoup de grands pays européens, que ce soit la gauche de rupture qui sorte en tête des élections et qui permette du coup ce rassemblement. Alors maintenant, on a réussi à le consolider autour d'un programme. Et d'ailleurs, on a beaucoup insisté avec nos partenaires sur le fait que nous ne voulions pas nous contenter d'un programme de quelques mesures, disons un tract, mais nous avons voulu fonder ce programme de rupture partagée, qui est un programme, d'ailleurs, son nom le dit, programme de gouvernement, qui veut dire qu'en toute hypothèse, nous sommes prêts. Alors, il y a plusieurs éventualités. On parle parfois de la perspective d'une dissolution maintenant que Emmanuel Macron n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale. En toute hypothèse, s'il devait y avoir demain une dissolution, eh bien nous serions prêts à repartir au combat et à remettre cette hypothèse de gouverner le pays et d'appliquer ce programme sur le devant de la scène. Mais au-delà des échéances électorales, évidemment, maintenant pour nous, c'est à la fois de mener le travail qui est attendu de nous au Parlement sur cette base et aussi de continuer à irriguer la société par une action qui se situe aussi en dehors des institutions, et c'est ce que nous voulons faire. C'est ce que permet de faire notamment le Parlement de la NUPES. Mais je pense que c'est notre bien le plus précieux d'avoir réussi à fédérer ses forces sur un programme qui est clair et qui montre notre capacité à gouverner le pays. Alors je rebondis justement sur, merci, le Parlement de la NUPES pour interroger Razmig Kecheyan. Donc tu es sociologue et tu fais partie de l'équipe d'animation du Parlement. Donc tu l'as dit, on a un programme de gouvernement, un programme de rupture, notamment sur le plan écologique. Maintenant on est de plus en plus conscient qu'on ne peut pas faire de bifurcation écologique sans rompre avec les logiques de marché, parce qu'on fait le constat d'un système économique qui menace tout simplement nos conditions d'existence. Alors tout ça pour te dire, Razmig, le Parlement de la NUPES fait partie des outils dont disposent nos formations politiques pour prendre le pouvoir, pour gouverner demain et pour faire en sorte d'irriguer la société de nos idées. Comment ça se passe quand on fait partie de l'équipe d'animation du Parlement de la NUPES pour irriguer justement la société de ses idées? Complexe la question. Oui, bonjour à toutes et tous, c'est une question complexe. Évidemment, ce n'est pas la même chose dans le cadre d'une campagne électorale, la présidentielle et législative, et en période, disons, routinière, même s'il n'y a rien de routinier dans la période qui s'annonce. Donc il va falloir d'une certaine manière que le Parlement se réinvente, repense ses membres, qui est membre, dans quelle mesure c'est véritablement un Parlement de la NUPES et plus seulement de l'Union populaire. Son groupe d'animation doit évoluer également. Non, moi je rebondirais vraiment sur ce qui a été dit précédemment. Les vraies difficultés, elles arriveront si on arrive au pouvoir. Pensez à Syriza. Syriza arrive avec un programme radical de transformation de la société grecque et dans un contexte où il y a des mouvements sociaux qui sont très combatifs. Et pourtant, ils sont défaits. Donc il faut préparer l'arrivée au pouvoir, c'est-à-dire une mobilisation populaire de grande ampleur en soutien à notre gouvernement. Et à mon avis, le rôle principal du Parlement de l'Union populaire, c'est de préparer cela exactement. Un rapport de force dans la société civile qui viendra en appui au gouvernement de la NUPES, sachant qu'évidemment, vous comprenez bien que la bourgeoisie ne va pas se laisser dépouiller passivement et qu'il va y avoir des grandes difficultés, encore plus que celles que nous avons à l'heure actuelle, au moment même où le gouvernement va passer dans notre camp, quoi. La NUPES, c'est l'histoire, on est en train de faire l'histoire. Comme l'a dit Adrien, les moments dans l'histoire des gauches au XXe siècle où la gauche a été réunie sont peu nombreux. On parle toujours du Front populaire et on parle toujours du programme commun. Dans tous les cas, il y a eu des tirs de barrage de la bourgeoisie, c'est toutes les classes dominantes plus en général. Il faut véritablement se préparer au moment où, en arrivant au pouvoir, on aura besoin de compter sur la société civile aussi bien que sur les élus, bien sûr, qui ont leurs fonctions. Et il me semble que le Parlement de la NUPES a cette fonction de préparer cet advenu. Pas seulement, évidemment, il faut que toutes sortes de choses se passent localement. Il faudrait des assemblées de la NUPES dans les circonscriptions, etc. Évidemment, il n'y a pas un élément seulement sur lequel il faut compter, mais je pense que dans la perspective d'une arrivée au pouvoir, il faut penser une dialectique, si je peux utiliser ce terme, à l'intérieur des institutions et à l'extérieur, et la combinaison de cette dialectique dans la réalisation de notre programme, qui est un programme de transformation radicale quand même. Je ne sais pas si on peut l'appeler révolutionnaire, mais en tout cas, c'est un programme radical parce que c'est le programme qui a la solution, ou une partie des solutions aux crises multiples que traversent nos sociétés. Merci beaucoup. Alors Aurélie Trouvé, j'ai vu que tu avais été aux universités d'été du NPA, que tu allais aux universités d'été du PCF et des Verts. Justement, ça participe de la construction de ce bloc populaire de gauche.
Oui, alors évidemment, il y a ces forces politiques, mais j'insiste aussi sur le fait que cet après-midi, il y a une conférence avec le responsable de la FSU, d'Oxfam, de la Confédération paysanne, d'ATTAC, il y aura aussi Alternatiba, parce que ce bloc populaire, pour moi, il doit être aussi dans notre capacité, et la France Insoumise en est une force motrice, voilà, dans notre capacité à mobiliser ensemble concrètement, à avoir aussi des complémentarités entre nos mobilisations dans la rue, dans l'hémicycle, mais aussi à se mobiliser ensemble et concrètement. Et notamment, nous avons, et nous y travaillons avec Adrien, nous avons aussi l'objectif d'une grande mobilisation de convergence populaire à la rentrée. Nous pensons que c'est important que les forces associatives, syndicales et politiques soient ensemble pour se mobiliser dans un contexte de tension sociale énorme, de tension climatique, où les gens sont, évidemment tu en parlais hier Adrien, sont aussi conscients que la fin de l'abondance, elle n'est pas pour les ultra-riches, bien au contraire, et que y a un lien entre les combats de fin du mois et de fin du monde. Fin du mois, fin du monde, même combat. Et donc nous devons nous mobiliser ensemble pour peser plus encore. Donc ce bloc populaire, j'insiste, c'est les forces politiques, mais c'est aussi tout ce qui permet de s'ancrer dans la société, de construire ce que Gramsci appelait une hégémonie culturelle. Voilà, et ça c'est aussi notre responsabilité de travailler à cela dans une co-construction. Il ne s'agit pas d'être hégémonique par rapport à toutes ces organisations. Nous respectons leur autonomie. Et moi-même, donc j'étais responsable d'ATTAC il y a quelques mois. Mais j'en ai démissionné pour travailler aujourd'hui dans la France Insoumise. Mais je pense qu'il faut qu'on continue cette construction avec les associations, les syndicats, les scientifiques, etc. Et que c'est ça aussi qui nous permettra, d'arriver au pouvoir et une fois au pouvoir, de mener jusqu'au bout notre rupture avec le système. Merci beaucoup et nous terminerons avec une dernière question à Adrien Quatennens. Donc on a les mobilisations sociales. En quoi on est passé de 17 députés à 75 députés insoumis, on est à 151 députés de la NUPES. C'est un soutien politique à ces mobilisations, également une force motrice? Bien sûr, notre stratégie, notre manière de fonctionner a toujours été un pied dans l'institution, en menant les combats comme on l'a fait à l'Assemblée pendant la session extraordinaire de l'été, que vous avez peut-être suivi, mais aussi à l'extérieur. Et bon, faut dire les choses, on est dans un moment très particulier, historique. Le gouvernement donne souvent l'impression de voir passer les trains conjoncturels sans prendre conscience du fait qu'on est bien dans le prolongement d'une crise globale d'un système de production, d'échange, de consommation qui met toute la société en tension, qui fait connaître la crise inflationniste qu'on a, qui est largement le fait de l'explosion des profits, qui fait connaître les conséquences de la crise climatique dont on sait désormais qu'une part d'elle est largement irréversible. Et il faut dire une chose, on a un gouvernement qui est dans une impasse idéologique, mais qui néanmoins poursuit une offensive globale et qui mène une politique en faveur de la rente et du capital. C'était très clair pendant les débats sur le pouvoir d'achat. La volonté du gouvernement, c'était d'évacuer au possible la question de la répartition de la valeur et des salaires et d'avoir quelques mesurettes, voire même de permettre l'augmentation des loyers, par exemple. Moi, je pense qu'il faut dire une chose en cette rentrée. Dans un moment où s'intensifie la lutte pour la répartition de la valeur, il y a un camp aujourd'hui qui mène radicalement la lutte, c'est le capital. Ils le mènent, ils ont leur gouvernement, ils ont leurs bras armés. Le moment dans lequel on se situe, c'est le moment où on doit organiser les choses pour faire en sorte que l'autre camp mène la lutte et réclame son juste dû, réclame qu'on en finisse avec, y compris l'inaction climatique. Et par exemple, typiquement sur l'inflation, ça me semble être un des grands sujets de cette rentrée, l'inflation en soi n'est pas un problème si les salaires et les revenus suivent. Or, aujourd'hui, le gouvernement fait tout pour que ça ne suive pas et il décide de faire payer ça aux Français. Donc oui, notre tâche, elle est évidemment à l'Assemblée. Vous avez vu que le gouvernement, en plus, annonce une nouvelle offensive dès la rentrée au mois d'octobre sur la question de l'assurance chômage. Ça montre bien les intentions qu'il a. Monsieur Bruno Le Maire nous dit que la réforme des retraites doit être bouclée d'ici à l'été. Donc il passe à l'offensive radicalement. Eh bien nous devons être offensifs comme nous l'avons été à l'Assemblée. Nous allons continuer à l'être. Mais on doit aussi participer, accompagner les mobilisations sociales. Ce sera le cas avec les mobilisations syndicales qu'évidemment nous soutenons, mais aussi être en capacité de prendre une initiative. Et Aurélie parlait du Parlement de la Nouvelle Union Populaire. Moi, je veux attirer votre attention sur le fait que les discussions auxquelles Aurélie, moi et quelques autres nous participons actuellement pour aller vers cette grande marche contre la vie chère
même si, compte tenu de la nécessité, de notre volonté d'aller vers une forme de co-construction de cette marche et de ne pas être nous seuls à l'initiative, ça prend du temps, c'est plus délicat à manier que si on prenait l'initiative nous-mêmes, c'est clair, mais néanmoins, le cadre des forces qui s'est rassemblé pour en discuter et qui converge sur l'idée que cette marche est nécessaire, correspond exactement au cadre que Jean-Luc Mélenchon appelait de ses voeux quand il parlait d'une nouvelle fédération populaire. Vous avez là toutes les formations politiques de gauche qui sont représentées, mais aussi les associations, les syndicats, les grandes centrales syndicales. Et j'ai bon espoir, comme Aurélie, que d'ici quelques jours, nous puissions converger vers l'idée que non seulement nous allons soutenir les mobilisations du mois de septembre appelées par les syndicats, mais aussi aller vers cette grande marche qui nous mobilisera toutes et tous. Et évidemment, le rôle de chacun, pour terminer, c'est de continuer à animer ce qui a été fait pendant les campagnes populaires des législatives et de continuer à maintenir les collectifs militants, la nouvelle Union populaire partout où elle existe, à la développer comme notre implantation dans les lieux où nous ne sommes pas ou peu implantés, parce que le combat se mène en effet dans les institutions mais aussi en dehors. Parfait, merci beaucoup d'être venus. Razmik Kecheyan, Aurélie Trouvé, Adrien Caténin sur l'émission